Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Aelita, écrit par Alexis Tolstoï. Donc ce roman, c'est une œuvre, comme je viens de le dire, de Alexis Tolstoï, qui est un écrivain russe et ensuite soviétique, qui a été publié pour la première fois en 1924. Tolstoï, lui, il vient d'une famille noble et c'est un lointain parent du célèbre écrivain Léon Tolstoï, qui a écrit par exemple Guerre et paix. Par son père, il est un parent de Léon Tolstoï, mais par sa mère, c'est aussi un parent de Ivan Tourgueniev, qui a écrit notamment Père et Fils. D'abord, il est menacé par la Révolution d'Octobre, de par ses origines nobles, et Tolstoï va donc vivre et partir en exil à partir de 1917, mais il retournera en Russie soviétique en 1923. C'est dans ce contexte que Tolstoï écrit Aelita. C'est un récit qui ne bouscule pas le régime communiste afin de ne pas s'attirer les foudres de celui-ci et pouvoir ensuite revenir en Russie. Le texte a été principalement écrit en exil à Berlin et la première édition a été publiée à Petrograd en 1923. Elle a été réimprimée à plusieurs reprises. Au début, le roman il est publié comme un feuilleton dans le journal soviétique qui s'appelait Krasnaya Nov, qu'on peut traduire par les jachères rouges, entre 1922 et 1923. Entre 1935 et 1938, l'auteur a révisé en profondeur le texte, il l'a rendu beaucoup plus esthétique et il supprime de nombreux épisodes et éléments mystiques qui alourdissent le texte. Cette révision elle s'effectue afin que l'œuvre soit recevable auprès de l'édition d'État pour les enfants, le Diet Giz, mais aussi pour l'édition, la maison d'édition officielle de l'URSS qui est le Gaslit Izdat. L'auteur il a modifié lui-même le roman en s'auto-censurant pour que le texte il soit accepté par les autorités staliniennes dans un contexte de terreur. Ainsi, il n'est plus mention de Saint-Pétersbourg dans les premières versions de l'œuvre, mais qui est changé ensuite en en Leningrad, pardon. En 1923, on observe une grande ferveur scientifique autour de Mars, car la planète se trouvait au plus proche de la Terre. Donc beaucoup d'écrivains de science-fiction se sont mis à écrire sur Mars, car le contexte scientifique le permettait. Mais il faut aussi replacer l'œuvre dans le contexte littéraire de l'époque. Et dans Aelita, il est mention de l'Atlantide. Et à cette époque-là, on observe qu'il y a énormément d'articles qui sont écrits sur cette mystérieuse cité disparue. Pour replacer ensuite après l'œuvre en France, il y a eu une première traduction, il y a eu plusieurs traductions de Aelita. La première elle a été faite dans les années 50 et en 1955 elle ne portait pas le titre d'Aelita mais elle portait comme titre Le déclin de Mars. Il faudra ensuite attendre jusqu'en 2021 pour que une nouvelle traduction et une nouvelle édition de Aelita voient le jour aux éditions Macha et traduit par Luda Schnitzer. C'est la version sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui. Ensuite, je vais vous résumer l'œuvre, vous présenter les personnages et les thèmes abordés et le style d'écriture du roman. Donc pour résumer l'œuvre en quelques mots, l'intrigue elle est centrée sur deux personnages, Los, qui est un scientifique mélancolique qui rêve de voyager sur Mars, et de Gusev, qui est un ancien soldat de l'armée rouge. Les deux personnages partent donc sur Mars où ils découvrent des survivants de l'Atlantide qui ont fondé une nouvelle civilisation. Le but de nos deux héros est d'importer la révolution des travailleurs sur Mars qui est gouvernée par un système encore féodal. Ils y rencontreront Aelita, qui est la fille du roi de Mars, et dont Los va s'éprendre et tomber amoureux. Bien que l'œuvre elle se présente comme une œuvre de science-fiction, l'aspect scientifique est très peu développé dans le roman. Par exemple, la construction du vaisseau qui emmène les héros sur Mars, elle n'est pas du tout explicitée. On sait juste que Los a utilisé un matériau extraordinaire pour construire sa fusée, mais on n'a aucune idée de quel matériau c'est et c'est pas du tout explicité. C'est la même chose pour le vol sur Mars qui est expédié en quelques lignes alors que c'est un voyage de plusieurs milliers, de centaines de milliers de kilomètres. En effet, donc Tolstoï, c'est pas un auteur de science-fiction, c'est pas de sa tradition littéraire d'être un auteur de science-fiction. Et donc, pour lui, il a utilisé le genre de la science-fiction et tout l'aspect scientifique seulement comme un décor pour exposer le vrai message de son œuvre. Donc, comme on le dit, l'utilisation de la science-fiction, elle n'est pas anodine, c'est parce que c'était une tendance de l'époque. Il y a énormément d'œuvres de science-fiction qui sont de science-fiction et aussi d'aventure. On pense à Jules Verne. Donc ça répond à une tendance de l'époque où les œuvres de science-fiction étaient très populaires. L'aspect science-fictionnel du texte, il est donc très peu développé, à l'instar des réflexions idéologiques et philosophiques du contexte historique de l'époque, que Tolstoï il développe très bien dans le roman.
Même si Tolstoï écrit sur la révolution martienne pour se rapprocher des bolcheviks, on sent que Tolstoï est critique des méthodes révolutionnaires et des conséquences qu'elle peut avoir, que ce soit sur la fin du roman, que je ne vais pas vous dévoiler pour des soucis de... si vous voulez voir le livre, ou sur la présentation des personnages qui sont farouchement acquis aux idées bolcheviques, comme Goussev. Donc je vais vous parler un peu plus de Goussev. Dans un passage du roman, Goussev il souhaite annexer totalement Mars à la RSFSR, qui est donc la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Et il n'a pas hésité à laisser sa femme sur Terre, seulement pour terrir sa soif d'aventure. Goussev il représente donc dans le livre ce soldat à l'avant-garde du prolétariat, parce qu'il dirige la révolution des Martiens contre Tuskub, qui est le chef de Mars, et le roi de Mars. Et alors que Los, quant à lui, au contraire, c'est un personnage qui est beaucoup plus mélancolique, qui s'interroge sur l'amour après la mort de sa femme Katia. Il s'interroge aussi sur sa place dans l'univers en tant qu'individu. Donc il y a une dimension idéologique avec Goussev, mais aussi philosophique avec Los. On peut donc dire que les deux personnages principaux, ça je l'ai dit, donc le style d'écriture de Tolstoï est un style très spectaculaire. Par exemple, la première apparition d'Aelita, ou la scène où les héros survolent le lieu d'une ancienne bataille millénaire, sont des exemples qui témoignent du talent d'écriture de Tolstoï pour refléter en fait ce côté mystique et spectaculaire de l'œuvre. Et on peut penser que si ce talent ce talent d'écriture de Tolstoï pour l'écriture spectaculaire, elle aurait été mise avec une recherche plus approfondie sur le genre de science-fiction et sur les aspects scientifiques, l'œuvre aurait eu un tout autre visage en fait. Maintenant, je vais vous parler un peu de la traduction en française faite par Louis Schnitzer aux éditions Macha. Donc la traductrice, elle a pris comme base le texte révisé par Tolstoï lui-même qui est publié en 1938. Et la traduction dans son ensemble, elle reste fidèle à la version originale, et la traductrice, elle ne modifie pas souvent le sens des phrases. On notera cependant que les paroles de Goussev, elles sont traduites de façon à ce que le côté rustre et populaire du personnage ressorte énormément. Parce qu'il y a une utilisation d'un langage qui est très parlé, mais parfois même familier. Donc il y a un réel travail de la traductrice à chercher les expressions équivalentes entre le russe et le français pour ressortir ce côté rustre. Alors que, à l'inverse, pour le personnage de Los, le langage utilisé est bien plus calme, sérieux, scientifique, du coup, vu que c'est un scientifique. Et la traductrice arrive à le faire ressortir en traduisant simplement les répliques de Los. On remarquera également que lors des traductions de description, la traductrice, elle supprime quelques précisions qui ne sont pas essentielles à la compréhension globale du texte et qui en fait alourdiraient le texte en français. Lorsqu'il s'agit de passages en langue martienne, la traductrice, elle reste fidèle au texte original et fait une translittération on ne peut plus simple des mots en langue martienne, que cela soit pour les noms propres, les lieux ou durant les épisodes mystiques. Donc maintenant, je vais vous lire un passage de l'œuvre qui se passe lorsque Goussev et Los sont accueillis chez Tuskub, père d'Aelita et chef de Mars. Alors, le passage s'appelle «Тумани шарик». За утренней едой Гусев сказал: «Мстислав Сергеевич, ведь это выходит неделю. Летели черт знает в какую дал, и, пожалуйте, сиди в захолустье». В город они небось нас не пустили. Видели, как богатый-то черный насупился. Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. У меня в спальне его портрет висит. Пока нас поят, кормят, а потом что? Пить есть, в ваннях прохождаться, за этим ведь и лететь не стоило. А вы не торопитесь, Алексей Иванович, сказал Лос, поглядывая на лазоревые цветы, пахнущие горьковато и сладко. Поживем, обсмотримся, увидят, что мы не опасны, пустят и в город. Не знаю, как вы, Мстислав Сергеевич, а я сюда не прохождаться приехал. Что же, по-вашему, мы должны предпринимать? Странно от вас это слышать, Мстислав Сергеевич. Уж не нанюхались ли вы чего-нибудь сладкого? Ссориться хотите? Нет, не ссориться, а сидеть, цветы нюхать. Этого и у нас на земле сколько и в душу влезет. А я думаю, если мы первые сюда заявились, то Марс теперь наш, советский. Это дело надо закрепить. Чудо вы, Алексей Иванович. А вот посмотрим, кто из нас чудак. Гусев одернул ремень и пояс, повел плечами, глаза его хитро прищурились.
Это дело трудное. Я сам понимаю, нас только двое. А вот надо, чтобы они бумагу нам выдали о желании вступить в состав Российской Федеративной Республики. Спокойно эту бумагу нам не дадут. Конечно, но вы сами видели на Марсе, у них не все в порядке. Глаз у меня на это наметанный. Революцию, что ли, хотите устроить? Как сказать, Мстислав Сергеевич? Там посмотрим. Нет уж, пожалуйста, обойдитесь без революции, Алексей Иванович. Мне что революция, мне бумага нужна, Мстислав Сергеевич. С чем мы в Петербург-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем? Нет, вернемся и предъявит, пожалуйте, документик о присоединении Марса. Это не то, что губернию какую-нибудь оттяпать у Польши, целиком планету. Вот в Европе тогда взовьются. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози. Так там, Мстислав Сергеевич. Лось задумчиво поглядевал на него. Нельзя было понять, шутит Гусев или говорит серьезно. Хитрые проставите глази его посмеивались, но где-то пряталась в них сумасшедшинка. Лось покачал головой и, трогая прозрачные восковые разоревые лепестки больших цветов, сказал задумчиво. Мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Лечу, чтобы прилететь. Были времена, когда конквистадоры снаряжали корабль и плыли искать новые земли. Из-за моря показывался неведомый берег, корабль входил в устье реки, капитан снимал широкополную шляпу и называл землю своим именем. Великолепная минута. Затем он грабит берега. Да вы, пожалуй, правы, приплыть к берегу еще мало. Нужно нагрузить корабль сокровищами. Нам предстоит заглянуть в новый мир, как есть сокровища. Мудрость, мудрость. Вот что, Алексей Иванович. Нужно вывести на нашем корабле, а у вас все время руки чешутся. Это нехорошо. Трудно нам будет с вами сговориться, мистер Сергеевич. Нелегкий вы человек. Лось засмеялся. Нет, я тяжелый только для самого себя. Sgovorimся, милый друг. Je lis la traduction en français aussi. Ouais. Donc je vais vous lire maintenant la traduction de ce passage. Pendant le petit déjeuner, Gussev dit « Ça ne colle pas, Mstislav Sergueïevitch. On a fait un chemin de tous les diables et maintenant il faut croupir dans ce bled. Si c'était pour prendre des bains, ça ne valait pas la peine de partir. Ils ne nous ont pas laissé entrer dans la ville. Vous avez vu le barbu comment il s'est renfrogné? Méfiez-vous de lui, croyez-moi. En attendant, il nous donne à manger et à boire, et puis après. » « Ne vous pressez pas, Alexei Ivanovitch, répondit Loss en jetant des coups d'œil sur les fleurs azurées à la senteur douce amère. On vivra ici un peu, on se familiarisera, ils verront que nous ne sommes pas dangereux et ils finiront bien par nous laisser pénétrer dans la ville aussi. Je ne sais pas quelle est votre idée, Mstislav Sergueïevitch, mais moi je ne suis pas venu ici pour prendre du repos à la campagne. Que devrait-on faire selon vous? C'est étrange ce que vous dites, Mstislav Sergueïevitch. Vous n'auriez humé quelques parfums trop sucrés? Vous cherchez la bagarre? Je ne veux pas me disputer. Je profite de l'odeur des fleurs, ça me rappelle la terre. Et moi, je pense que si nous sommes les premiers à mettre le pied ici, Mars nous appartient, à nous, les soviétiques. On devrait fêter ça. Vous êtes un excentrique, Alexei Ivanovitch. Nous verrons bien qui de nous deux est le plus excentrique. Gussev ajusta sa ceinture, haussa les épaules et plissa sournoisement les yeux. Je comprends que c'est une affaire difficile. Nous ne sommes que deux. Et voilà qu'il nous faut obtenir d'eux un papier, exprimant leur volonté d'adhérer à la République fédérale russe. Ce ne sera pas si simple, mais vous-même vous l'avez vu, ils ne vont pas bien sur Mars. J'ai l'œil pour ça. Vous avez l'intention d'organiser une révolution? Comment dire, Mstislav Sergueïevitch? Nous verrons bien. Qu'allons-nous apporter à Petrograd? Une araignée séchée? Non, à notre retour, il nous faudra annoncer que Mars adhère à la RSFSR, qu'il y a de l'or sur cette planète, des tonnes et des tonnes. C'est ça la vérité, Mstislav Sergueïevitch. Loss le regarda pensivement. Il n'arrivait pas à comprendre si Gussev plaisantait ou était sérieux. Ses yeux sournois et grossiers étaient rieurs, mais on pouvait y déceler le fou qui s'y cachait. Loss hocha la tête, toucha les pétales azurés des grosses fleurs translucides comme de la cire. Pensivement, il dit « La raison de mon départ sur Mars ne m'est pas venue à l'esprit. Je suis parti pour arriver. Il fut un temps où les conquistadors armaient des navires et partaient chercher des terres nouvelles. Une rive inconnue surgissait de la mer. Le navire pénétrait dans l'estuaire du fleuve. Le capitaine soulevait son chapeau à large bord et donnait son nom à la terre nouvelle. Après quoi, il pillait la côte. Peut-être ne suffit-il pas d'accoster. Il faut encore charger de trésors son navire. Nous avons à apprendre un monde nouveau. Quel trésor inestimable! La sagesse, la sagesse. Voici ce que nous devons emporter sur notre navire, Alexei Ivanovitch.
C'est difficile de travailler avec vous, Mstislav Sergeyevitch. Vous n'êtes pas une personne facile. Non, répondit-il en riant. Je ne suis lourd que pour moi. Mettons-nous d'accord, cher ami. Conclusion? Ok. Donc pour finir, j'aimerais vous recommander vivement de lire Aelita. C'est une œuvre qui est emblématique de la science-fiction russe, et si vous n'avez pas envie de lire le livre, mais je vous recommande quand même, il y a un film, une adaptation cinématographique d'Aelita, qui voit le jour également en 1924 et qui est réalisé par un réalisateur russe très connu qui est Yakov Protazanov, et qui est un film aussi considéré comme un film pionnier de la science-fiction russe, mais au cinéma généralement. Donc on peut dire que même si le côté science-fictionnel de l'œuvre, elle est pas exploitée en totalité et que les aspects scientifiques ne sont pas que les aspects scientifiques elles ne servent que de décor à l'histoire. Alita, c'est un roman qui est bien plus idéologique, qui part de la révolution et de ses limites, mais aussi de la place des individus dans l'univers et de l'amour. Voilà, c'est pour ça que je vous recommande de lire Aelita.